Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage! Salut l'équipe, c'est Lovalist. Lors du dernier sondage qui a été très serré, vous avez majoritairement voté pour la Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon des hommes en noir. The Man in Black. En fait, on pourrait presque faire une vidéo entière sur les techniques de triche de Richie McCaw, hein. Richie McCaw n'a jamais été hors jeu. Bon, t'es prêt? Ah, et si ça te dit, à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. L'histoire du rugby en Nouvelle-Zélande commence bien évidemment avec la colonisation britannique de l'archipel. Sur cette île, les Anglais y trouvent les Maoris, un peuple autochtone installé ici depuis environ le 11e siècle. Ce peuple belliqueux, de guerriers courageux, va donner du fil à retordre à cet homme blanc avide de terre. Cette résistance va permettre aux Maoris d'être plutôt bien intégrés. En tout cas, beaucoup mieux que tous les autochtones des autres colonies et dominions britanniques. D'abord intrigués, les Maoris vont très vite être séduits par le rugby, qui est un sport de défi qui permet d'éprouver son courage et ses capacités physiques. En plus, vu comme ils sont taillés, pourquoi s'en priver? En 1892 naît la Fédération néo-zélandaise de rugby, qui comportait jusqu'alors des différences suivant si l'on jouait dans telle ou telle province. Il faut bien comprendre que la Nouvelle-Zélande est un pays neuf, découvert par les Européens et colonisé vers le milieu du 19e siècle. Le pays est alors plus un conglomérat de communautés maoris et britanniques, anglais, écossais, irlandais et gallois, qu'une véritable nation à part entière. D'ailleurs, tu savais que la ville de Dunedin, sur l'île du Sud, avait été fondée par les Écossais en 1848? L'origine de son nom est d'ailleurs liée à la capitale écossaise, Édimbourg. Dune et Dane en gaélique signifiant la ville sur la colline. Deux facteurs vont permettre à la Nouvelle-Zélande de devenir une nation. La première, c'est la Première Guerre mondiale, puisque des contingents néo-zélandais seront envoyés en Europe, et la grosse partie combattra sur le front oriental lors de la bataille de Gallipoli. Chez nous, on la connaît plus sous le nom de bataille des Dardanelles. Cet événement est d'une importance capitale dans la naissance d'un sentiment national néo-zélandais. D'ailleurs, les tournées de rugby de novembre, durant lesquelles les néo-zélandais vont affronter les équipes européennes en Europe, sont très importantes du point de vue de la mémoire. L'Europe étant d'une part le foyer d'origine de bon nombre des ancêtres des néo-zélandais, mais aussi le lieu où de nombreux soldats kiwis sont morts durant la Grande Guerre. Les kiwis, c'est aussi le surnom qu'on donne aux néo-zélandais. Il fait référence à un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande, le kiwi, qui est d'ailleurs menacé aujourd'hui. L'autre facteur, bien plus pacifique, est évidemment le rugby. Ce sport, pratiqué quasiment par toutes les couches de la société, fait assez rare pour le souligner, fait partie intégrante de l'identité néo-zélandaise. Le rugby est très pratiqué dans les écoles, ce sport étant vu comme un excellent moyen d'élever le corps et l'esprit. Mais aussi à la base, il était vu comme un moyen d'éduquer et d'intégrer les populations maoris. Très vite, le rugby devient une institution et s'établit de manière omniprésente sur tout l'archipel. En 1903, lorsqu'après une tournée victorieuse en Australie, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande rentre à Auckland, les joueurs ont l'agréable surprise de découvrir qu'une foule de supporters en liesse s'est réunie pour l'occasion. Les bases de la légende étaient posées. Mais ce qui va véritablement fonder le mythe de cette équipe, c'est la tournée en Europe de 1905. Emmenée par le grand Dave Gallagher, qui mourra lors de la bataille de Passchendaele en Belgique en 1917, les Kiwis impressionnent partout où ils passent, en écrasant toutes les équipes sur leur passage, mis à part les Gallois qui réussiront à la faire tomber à Cardiff. C'est également lors de cette tournée que les joueurs néo-zélandais héritièrent du surnom de All Blacks. Pourquoi? Bah ça, je l'explique dans ma première vidéo des Anecdotes. Un lien s'affiche quelque part en haut, donc va la mater après si ça te dit. Et petite précision, le logo des All Blacks, c'est la Pongara, la fougère argentée néo-zélandaise. Le jeu des All Blacks est assurément le meilleur du monde. Les hommes en noir, c'est un parfait mélange de vitesse, de dextérité et de puissance, et surtout ils s'appuient sur une organisation très bien huilée. Même s'il leur arrive de chuter, les Blacks dominent outrageusement la planète rugby depuis des décennies maintenant. Un autre point de la légende des All Blacks est bien évidemment dû au haka, cette danse rituelle que les Blacks exécutent avant chaque match. D'origine maori mais également répandue dans d'autres îles du Pacifique, le haka fait partie intégrante de l'identité kiwi, et il ne se cantonne pas qu'au rugby, puisqu'il peut être réalisé lors de diverses cérémonies comme les mariages ou les enterrements. La domination néo-zélandaise s'exprime bien évidemment à travers les Coupes du Monde. La Nouvelle-Zélande est d'ailleurs en tête du classement avec 3 Coupes du Monde gagnées. La première en 1987 et plus récemment en 2011 et 2015. Les Blacks sont ainsi la seule équipe à avoir pu remporter 2 Coupes du Monde d'affilée. Donc là, pour la Coupe du Monde au Japon, les Blacks se battront pour avoir un 3e titre d'affilée. Une véritable prouesse en termes de longévité et de continuité au meilleur niveau mondial. Mais les Néo-Zélandais dominent aussi le Rugby Championship, avec 16 victoires en 23 éditions depuis 1996. Et dans une moindre mesure, les provinces néo-zélandaises surplombent aussi le Super Rugby, avec un total de 17 titres remportés par les provinces néo-zélandaises en 25 saisons. En Nouvelle-Zélande, devenir un All Black est une véritable consécration. Nombreux sont les enfants à rêver de revêtir un jour la mythique tunique noire. Et nombre d'anciens joueurs néo-zélandais passés par les All Blacks sont de véritables légendes de ce sport. On peut citer par exemple John Kirwan, ou même Colin Meads, mais plus récemment, tout le monde se souvient de Dan Carter ou de Richie McCaw. Et je parle même pas de Jonah Lomu. Oh, you touch my tra-la-la.
ce qui fait la force de cette équipe est avant tout lié à sa formation et à sa vision particulière du rugby. En Nouvelle-Zélande, le rugby est omniprésent. Les enfants y jouent très tôt et y acquièrent des automatismes, que ce soit en termes de course, de passe ou de défense. Ils jouent également beaucoup au rugby à toucher, ce qui est un très bon moyen pour développer sa technique individuelle et son athlétisme. Chez les enfants, les catégories sont souvent divisées non pas selon l'âge, mais selon le gabarit, ce qui oblige les joueurs les plus corpulents à développer leur jeu. Puisque en effet, dans une équipe où tout le monde est gros, tu vas pas forcément jouer que par la force. Aussi, en Nouvelle-Zélande, contrairement à ce qui se fait en France, toute l'organisation du rugby est tournée vers les All Blacks. La fédération y a beaucoup de poids, et les plans de jeu et le type d'entraînement sont sensiblement similaires selon les écoles, les clubs et les franchises. Bien sûr, le jeu pratiqué peut varier d'une équipe à l'autre, mais globalement, la base reste la même. Ainsi, de l'école de rugby aux All Blacks en passant par les franchises de Super Rugby, les joueurs gardent peu ou prou les mêmes repères, et ils sont donc parfaitement intégrés au jeu des Blacks lorsqu'ils arrivent en équipe nationale. Au moment où je tourne la vidéo, les Blacks viennent de concéder le nul face au box. D'ailleurs, si vous voulez un petit débrief de ce match, dans la description je vous mets un lien vers ma dernière causerie. En tout cas, je trouve que depuis quelques matchs, les Blacks peinent à développer leur jeu. Je trouve qu'ils sont tombés un peu dans quelque chose de plus restrictif, ils réalisent de moins gros scores et les résultats sont beaucoup plus serrés en fin de match. Donc par exemple, les derniers matchs contre l'Afrique du Sud, contre l'Irlande, l'Angleterre et même l'Argentine le prouvent. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, je les trouve beaucoup moins monstrueux qu'en 2015. Après, je suis sûr qu'ils vont élever leur niveau de jeu au Japon. Et même, il est très probable que Stevenson veuille entre guillemets cacher son jeu avant la Coupe du Monde, pour pas qu'il soit forcément décrypté à la vidéo par les autres équipes, ce qui me semblerait assez cohérent, mais je pense qu'il y a plus d'équipes qu'avant qui sont vraiment capables de concurrencer les All Blacks. Notamment dans l'hémisphère nord, il y a de sérieux clients avec l'Irlande, le Pays de Galles et l'Angleterre. Bon après, on va pas se le cacher, ils restent tout de même les grands favoris de la compétition. Au Japon, les Blacks seront dans la poule B, donc avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Canada et l'Italie. Autant dire qu'il y a environ 99% de chances pour que les deux premiers soient la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Seulement, ça va revenir sur ce que je disais tout à l'heure, après 2 journées de rugby championship, je suis pas hyper convaincu par les Blacks et je suis pas forcément sûr et certain qu'ils sortiront premiers de la poule. C'est très probable, mais c'est beaucoup moins sûr qu'en 2015. En tout cas, s'ils parviennent à être premiers, ils joueront contre le deuxième de la poule A, qui je pense et je l'espère sera l'Écosse. Être premier sera un véritable enjeu pour cette poule, puisque finir deuxième signifie sûrement se taper l'Irlande en quart de finale. Donc un match très corsé. Bon, on va passer au 15 type. Alors je vous cache pas que jusqu'à présent, c'est l'équipe qui m'a donné le plus de fil à retordre, tellement le réservoir néo-zélandais est riche. En plus, en ce moment, Steve Hansen, le sélectionneur des Blacks, fait beaucoup tourner pour mettre un peu de concurrence dans son équipe, donc n'hésitez pas à proposer le vôtre en commentaire. Je vais également faire un petit point sur les joueurs clés selon moi. En première ligne pour les piliers, je penche pour l'expérience avec Moody et Franks, et au talon Cody Taylor. En deuxième ligne, comme Retallick risque d'être blessé, peut-être qu'il va revenir pour la Coupe du Monde, mais je pense du coup pour Scott Barrett s'il est rétabli, et bien sûr Sam Whitelock, qui est pour moi vraiment le patron de la cage et qui a beaucoup d'expérience. Ensuite en troisième ligne, moi je suis favorable pour une troisième ligne Sam Cane et Ardie Savea. Ardie Savea que je trouve juste fantastique comme joueur, un parfait liant entre avant et trois quarts, même si je trouve que pour l'instant il n'a pas beaucoup donné sa chance avec les Blacks, alors que je le trouve au-dessus du lot clairement. Et en 8, Kieran Reid, même si son rendement commence à être un petit peu moins élevé qu'avant, c'est toujours un joueur important pour l'équipe. À la charnière, moi j'ai une préférence pour TJ Perenara, que je trouve un peu plus dynamique que Aaron Smith et que je trouve plus intéressant à voir évoluer avec Beauden Barrett, mais Aaron Smith c'est aussi très bien. Et en 10, Barrett évidemment le joueur clé de ce groupe. Au centre, s'il est rétabli, moi je vois bien Crotty, qui a été installé depuis quelques temps déjà avec Steve Hansen, et son compère des Crusaders en 13, Goudiou, qui impressionne pas mal depuis quelques temps. Et je verrais bien aussi depuis quelques temps en centre Lomapé, qui, il faut le dire, réalise de très belles prestations avec les Blacks, et avec sa province des Hurricanes. Aux ailes, je verrais bien Rieko Ioane, qui pour moi sera peut-être l'un des meilleurs marqueurs de la Coupe du Monde, c'est un très grand marqueur avec les All Blacks. J'ai pas ces stats là à l'instant, mais je vous les affiche. Et à l'autre aile, je verrais bien Ben Smith, joueur d'expérience par excellence, même si je préfère le voir évoluer en 15, je pense qu'en 15, ce sera peut-être Jordi Barrett. Voilà tout, toi t'en penses quoi de cette compo? Penses-tu que les Blacks pourront être champions pour la 3e fois d'affilée? Dis-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Si t'as aimé la vidéo, tu commences à être habitué, pouce bleu, partage et abonne-toi. Active aussi la cloche pour avoir toutes les notifications, et en plus ça signale à YouTube que mon contenu t'intéresse. Pour la prochaine analyse, j'ai décidé que maintenant les perdants du précédent vote seraient repêchés. Donc dès à présent, tu as le choix entre l'Afrique du Sud qui a été repêchée et l'Irlande. Ah, t'es encore là? T'attends la surprise, c'est ça? Bon, rien de bien folichon, je te préviens. Juste, je voulais profiter de cette vidéo sur la Nouvelle-Zélande pour te faire partager avec toi quelques selfies que j'ai pris avec les joueurs des Hurricanes lorsque je suis parti en Nouvelle-Zélande avec ma famille en 2017.
C'était après un match contre les Crusaders et franchement c'était le meilleur moment rugbystique que j'ai jamais vécu. Et j'aimerais franchement pouvoir retourner un jour dans ce fantastique pays et même pourquoi pas un jour jouer au rugby là-bas dans un petit club. C'est le rêve à mon avis de tout rugbyman. Mais pour payer le billet d'avion, va falloir plus de YouTube Money mec. Bon, plus sérieusement, moi j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de répondre au sondage. Moi je te dis à la prochaine et n'oublie pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.